Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui à Poitiers. Nous allons vivre un après-midi de cyclisme sur Noah, sur les pages Facebook de France 3 et sur France Bleu. La Picto charentaise, dans quelques instants, le passage sur la ligne des 63 engagés de cette épreuve féminine. Et puis du côté des garçons, la 5e et dernière étape du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, ce sera vers 15h30. Bonjour Paul Brousse, notre consultant ancien cycliste professionnel, sélectionneur de l'équipe féminine, l'équipe de France. Bonjour Paul. Bonjour Freddy, bonjour tout le monde. Avant de s'intéresser aux garçons cet après-midi, honneur aux dames avec cette course Picto charentaise qui a pris une envergure internationale cette année. Oui, c'est sûr, c'est une volonté d'Alain Clouet depuis quelques temps de passer cette Picto charentaise en classe UCI internationale. Donc il y arrive cette année, déjà faut le remercier parce qu'il y a eu un passage creux là, pour les courses UCI en France. Et puis, depuis l'an passé, on a vu renaître le Tour de Bretagne, le Grand Prix d'Isberg qui a fait son apparition l'an passé. Et puis aujourd'hui, la Picto charentaise. Donc voilà, on le remercie parce qu'il faut des compétitions sur notre territoire pour qu'aussi nos filles arrivent au plus haut niveau. 116 km 800 au programme de cette Picto charentaise. Les cyclistes qui vont passer dans quelques instants derrière nous sur cette ligne d'arrivée. Il leur restera très précisément 48 km 800 à parcourir et on va vivre ensemble l'intégralité de cette course féminine, de ce final de cette course féminine ici du côté de Poitiers. Allez, on va les retrouver. Les filles, voilà, le peloton a été groupé, mais là il y a une cassure avec un groupe en tête avec notamment des poitevines. On pense à deux jeunes femmes et je vois même le maillot tricolore de championne de France de Jade Viel. Ça veut dire qu'il y a au moins 3 Picto charentaises dans ce groupe. Jade Viel, Victory Gilman, non ce n'est pas Victory Gilman, c'est Charlotte Bravard qui a priori est dans ce premier groupe. Et puis pour l'équipe Women's Cycling de le team de Charente-Maritime, c'est, vous avez remarqué Paul, la présence dans ce groupe de tête de Gladys Verhulst. Voilà, à confirmer ce groupe de tête qui vient de se former dans ce tour, ce circuit final ici à Poitiers que les garçons aborderont dans l'après-midi. Voilà le peloton. Le peloton qui roule derrière les échappés. Pour l'instant, la course avait été plutôt très calme, Paul, mais voilà peut-être une échappée qui peut faire un petit bout de chemin à l'avant de la course. Oui, on a eu une tentative tout à l'heure. Il y avait 7 filles à l'avant, mais qui n'ont pas pris plus de 15 secondes. Il n'y avait qu'une seule concurrente de la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Et là, par contre, on voit qu'elles sont surreprésentées à l'avant avec trois filles de cette équipe, Charlotte Bravard, Jade Viel et Maëlle Grossetête, il me semble. Donc là, c'est un très bon coup pour elles. Derrière, on a vu que c'était bien contrôlé par Lauren Kitchen qui était en deuxième position dans le peloton. Donc ça pourrait être la bonne échappée du jour. On va parler évidemment des engagés de cette Picto charentaise. Je vous ai dit 63 partantes réparties en 12 équipes. On ne le cache pas du côté des organisateurs de cette épreuve qui était auparavant manche de Coupe de France et maintenant, vous l'avez dit, au circuit international. On ne se cache pas la déception puisque 22 équipes étaient annoncées au départ et que progressivement certaines se sont désistées. Elles ne sont plus que 12. 12 au départ de cette 4e édition de la Picto charentaise. Évidemment, déception du côté des organisateurs. On aura l'occasion d'en reparler. On va faire évidemment le point sur les filles qui composent ce groupe de tête. Paul, vous nous confirmez la présence de l'équipe FDJ à l'avant avec 3 cyclistes. C'est confirmé, 4 même. 4 apparemment, d'après ce que vient de dire le speaker à côté de nous. Donc Jade Viel, Charlotte Bravard, Maëlle Grossetête et puis Lauren Kitchen. Voilà. Et Lauren Kitchen serait dans le 4 sur 8 à l'avant. Dans le groupe de tête, ça sera un groupe costaud avec 4 filles de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui roulent sur ces terres. Oui, c'est sûr. 4 sur 8. Après, c'est vraiment les favorites aujourd'hui. Elles ont 6 filles qui tiennent la route, comme on dit. Elles ont une bonne sprinteuse avec Clara Copponi qui avait remporté ici à Loudun la Coupe de France au mois de juin. Donc Clara reste au chaud dans le peloton en cas d'arrivée massive, mais en tout cas les autres elles sont à l'avant et puis elles vont jouer aussi leur carte. Notre dispositif aujourd'hui, nous allons retrouver la moto son avec notre journaliste William Giraud, journaliste de France Bleu, puisque cette Picto charentaise est à suivre également sur France Bleu. Vous en avez l'habitude depuis le début de la semaine, association France 3 France Bleu, pour vous faire vivre le Tour du Poitou-Charentes et donc cette course féminine, la Picto charentaise. William Giraud, vous êtes à l'avant de la course et vous allez pouvoir peut-être déterminer quels sont les cyclistes qui composent le groupe de tête.
Tout à fait, bonjour Freddy, bonjour à tous. Effectivement, vous l'avez donc signalé, 8 coureuses qui composent cette échappée partie lors du tour précédent. On avait passé la rocade juste au nord de Poitiers, avec cette longue ligne droite à travers champs entre Poitiers et le Futuroscope. Beaucoup de vent de 3/4 et ça a permis à cette bordure de se former et à une dizaine de filles de partir dans un premier temps. Et donc au final, elles ne sont plus que 8 et vous l'avez signalé dans un premier temps, donc il y a eu 5 filles de la FDJ qui étaient parties dans l'échappée. Elles ne sont plus que 4. Je vous donne la liste. Donc bien évidemment la championne de France Jade Viel, vous l'avez vu passer, Charlotte Bravard, Maëlle Grossetête, Lorraine Kitchen. Voilà les 4 filles qui sont dans cette échappée, sachant que Clara Copponi était avec elle au départ, mais qu'elle s'est ensuite relevée. Du côté des autres filles échappées, on a Verlust, Martinez, également l'Autrichienne Catherine Schweinberger. Il faudra se méfier d'elle. Et puis De Oliveira. Voilà, vous avez la liste des 8 filles qui sont échappées. L'écart stabilisé au moment où je vous parle, alors que l'on approche à nouveau de ce passage sous la rocade de la 147. 30 secondes d'écart avec le peloton emmené par Charente-Maritime. Merci beaucoup William. Voilà la composition de ce groupe, Paul. Donc confirmation de la présence de 4 filles de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, accompagnées de Gladys Verhulst de la formation Charente-Maritime Women Cycling, puisqu'il faut rappeler que dans le peloton international, désormais, 2 formations picto charentaises sont représentées. Oui, tout à fait. La deuxième équipe, c'est Charente-Maritime Women Cycling, comme vous l'avez dit Freddy, qui est dirigée par l'ancien directeur sportif adjoint de Poitou-Charentes Futuroscope 86, Jean-Christophe Barbotin. Voilà, cette équipe, elle est devenue UCI cette année. Avant, elle était en division nationale, c'était la DN17. Et puis, voilà, on les a vus évoluer toute l'année sur des courses internationales, que ce soit en Espagne, en Belgique, en Hollande, avec un effectif plutôt jeune, mais au fil du temps, les filles se sont aguerries. Et une fille comme Gladys Verhulst, qui fait ses armes au plus haut niveau, commence à avoir quelques résultats. On l'a vu. On la voit à l'image d'ailleurs, regardez sur ces images de la tête de course. Tout à fait, Gladys avec son dossard numéro 12 là, qui a fait des accessites, que ce soit au Tour de Burgos cette année où elle a terminé 7e d'une étape, et puis au dernier championnat de France Espoir où elle a pris une belle deuxième place derrière Evita Music. Evita Music, cycliste de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, deuxième de France Espoir, Gladys Verhulst. Et 5e également du Grand Prix d'Isberg, 2e à Loudun. Vous parliez de cette course tout à l'heure. Une course est également disputée dans la Vienne et qui fait partie des manches de la Coupe de France. Un groupe de 8 cyclistes comme ça à l'avant, Paul, avec 4 filles d'une même équipe. Est-ce que les autres échappés vont rouler, sachant qu'on est sous-représenté ? Écoutez, c'est sûr que pour l'instant, je pense qu'elles vont participer dans un premier temps pour essayer d'un petit peu creuser l'écart. Mais on va vite, à mon avis, rapidement. Les autres filles qui sont toutes seules vont sauter derrière ou vont carrément ne plus passer. Mais elles savent très bien aussi que si elles ne passent pas du tout dès maintenant, les 4 autres filles ne vont pas rouler avec tout le monde dans la roue. Elles vont attaquer chacune leur tour et risquent de se faire piéger aussi. Donc c'est toute la malice qu'il faut avoir dans ce genre de situation quand on n'est pas en surnombre et qu'on est esselé, c'est de passer son vélo, comme on dit, passer un petit peu et puis pas montrer qu'on ne collabore pas du tout dans l'échappée. Et on voit le peloton qui roule derrière, évidemment, pour ne pas laisser partir à cette échappée. 8 cyclistes, c'est un nombre important. On peut creuser des écarts quand on est 8 à l'avant et ne jamais voir revenir le peloton. Tout à fait. Si 8 elles s'entendent bien, logiquement ça va être dur de les rattraper, ou tout au moins si on rentre sur elles, les filles qui auront chassé dans le peloton vont laisser beaucoup de force derrière. On a vu que c'était l'équipe de la Thaïlande qui roulait en tête de peloton. Elles ont un petit peu l'épouvantail aussi de cette course. Je vais essayer de dire son nom sans faire de faute. La Thaïlandaise Mapipan qui a fait 2e d'une Coupe du Monde cette année au Tour de Chiang Mai Island. C'est une sprinteuse. Elle a pas moins de 8 victoires au niveau international. Même si c'est sur le continent asiatique, c'est une fille qui a un gros potentiel. Et tout de suite, on a vu que cette équipe de Thaïlande s'est fait piéger.
et elles prennent la chasse à leur compte. Alors c'est pas une surprise de voir l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope en tête à ce moment-là de la course. Je vais vous expliquer pourquoi, Paul, puisque j'ai croisé leur manager Stéphane Delcourt ce matin. Stéphane Delcourt qui viendra nous rejoindre dans quelques minutes ici pour nous parler de cette épreuve et de l'ambition de l'équipe Poitevine. Et bien tout simplement, Stéphane, il avait remarqué que le direct commençait à 13 h. Donc ils ont un petit peu changé leur façon de courir à sa demande. Ils ont vu avec le directeur sportif et elles avaient décidé d'attaquer à partir de 13 h. Voilà, pour montrer le maillot sur l'antenne de France 3, sur les pages Facebook de France 3, sur Noah et sur France Bleu. Mission accomplie puisqu'on les retrouve, les filles de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, 4 en tête avec un écart qui augmente. 1 minute 10 en faveur des échappés. L'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, 19e du classement UCI. L'idée pour elle, vous l'avez dit avec Copponi, c'est d'avoir une sprinteuse éventuellement dans le final, mais on imagine plus quand même, et c'est ce qui se passe actuellement, voir les filles durcir la course pour que l'une d'entre elles puisse jouer la gagne avant un éventuel sprint. Oui, c'est sûr qu'eux, ils ont tout à gagner à faire une course comme ils la font actuellement, une course de mouvement. Même s'ils ont une bonne sprinteuse en leur rang, c'est quand même toujours un petit peu risqué de tout miser sur un sprint massif quand on a des filles aussi costauds dans l'équipe. Voilà, on peut vite avoir une chute ou un petit problème dans le final, dans l'emballage et passer à côté de la victoire. Et la concurrence de la Thaïlandaise dont vous parliez tout à l'heure. Et la Thaïlandaise qui, elle, a déjà fait ses preuves au haut niveau. Donc là, on voit déjà que ça discute un petit peu là, entre Flavien Sonnen et puis Lorraine Kitchen. Je pense que le directeur sportif va peut-être aussi, entre guillemets, sacrifier une ou deux filles, c'est-à-dire à en faire rouler à fond une ou deux pour vraiment creuser l'écart et après refaire une course de mouvement dans le final avec de multiples attaques et puis toujours se retrouver en surnombre. Et on va rappeler l'identité donc des 8 cyclistes qui composent ce groupe. Vous voyez là Lorraine Kitchen qui est venue aux informations et prendre également un petit peu de bidon, le ravitaillement pour Lorraine Kitchen. Oui, je vous disais, on va rappeler l'identité des cyclistes qui composent ce groupe. Jade Viel, la championne de France de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Elle a remporté ce maillot du côté de la F Ouassière en Loire-Atlantique au mois de juin. À ses côtés, une ex-championne de France, Charlotte Bravard, qui s'était imposée au championnat de France en 2017. Maëlle Grossetête compose également ce groupe, ainsi que donc l'Australienne Lorraine Kitchen. Avec elle, de la formation Charente-Maritime Women Cycling, Gladys Verhulst, dont vous avez parlé tout à l'heure. On la voit exactement sur ces images proposées par Julien Delage et Antoine Morel sur ce circuit final ici à Poitiers. Pour l'équipe espagnole Biscaya Durango, Cristina Martinez Bonaf. Pour la formation belge Elsmate Ladies Team, Catherine Schweinberger, l'Autrichienne. Et enfin, pour l'équipe brésilienne Memorial Santos, Flavia Maria de Oliveira. Voilà la composition de ce groupe de tête en fonction des informations que nous donnait William Giraud tout à l'heure en tête de course. L'écart, 1 minute 20. 1 minute 20 pour l'écart, alors qu'on voit effectivement l'équipe thaïlandaise rouler derrière ce groupe de tête. 1 minute 20, alors qu'il reste un petit peu plus de 40 km à parcourir. Je le disais, Paul, tout à l'heure, 12 équipes seulement, 63 partantes annoncées en tout cas. C'est peu par rapport au peloton qu'espéraient les organisateurs et c'est dommage pour le cyclisme féminin. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse déception hier quand on a appris qu'il y avait seulement 63 participantes aujourd'hui sur cette Picto charentaise. Voilà, c'est une course internationale. On imaginait avoir un beau peloton bien fourni d'au moins 100 filles et puis voilà, des équipes se sont désistées au fil du temps. Encore 2 hier et d'ailleurs qui n'ont pas été très réglo avec l'organisateur Alain Clouet qui était très en colère. Voilà, j'espère. Il faut savoir que l'organisateur, lui, paye les hôtels pour accueillir ces cyclistes et puis évidemment pour la course. C'est ça, oui, il paye l'hébergement, il leur donne aussi des frais de déplacement pour venir et puis finalement, ils ont décidé de ne pas venir avec des excuses un peu bidons de chaque côté. En tout cas, moi je croise les doigts tout simplement pour que ça ne décourage pas Alain Clouet de rééditer cette magnifique épreuve.
Lauren Kitchen à l'image avec le relais de Charlotte Bravard qu'on reconnaît sa queue de cheval blonde, le maillot bleu blanc rouge de Jade Viel et puis toujours sous ses couleurs de l'équipe FDJ. Maëlle Grosse-Tête, l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope largement représentée à l'avant. Maëlle Grosse-Tête, la championne de France espoir du contre-la-montre. C'est tout récent, c'était le week-end dernier du côté de Beauvais. À l'avant du peloton, un contre à l'avant du peloton. On va demander à William Giraud, si le contre se confirme, eh bien, de redescendre un petit peu vers la tête de ce peloton pour nous expliquer bien qui roule, si c'est toujours l'équipe de Thaïlande, et qui tente de sortir. On va suivre ça progressivement avec William qui va en profiter également pour faire un chrono pour donner un temps intermédiaire. Il n'est pas encore redescendu donc... Oui, William qui n'est pas encore redescendu, mais on va évidemment le laisser redescendre tranquillement, nous faire un petit chrono intermédiaire et puis voir comment ça évolue au cœur de ce peloton avec cette équipe de Thaïlande qui espère très certainement une arrivée au sprint pour sa concurrente dont vous parliez tout à l'heure, Jutatip Manipan. La sprinteuse de 31 ans, 27e du classement mondial. Voilà, peut-être la figure numéro 1 de ce peloton, de cette picto charentaise. On pense aussi à la néerlandaise, Kirsty Van Aften, qui elle aussi est sprinteuse. Elle n'a que 20 ans. Elle a gagné une étape au Tour du Bene Ladies et elle aussi a peut-être envie d'une arrivée au sprint. La concurrente néerlandaise de la formation Hillsmate Ladies Team. Mais pour l'instant, les Belges n'ont pas besoin de rouler puisqu'elles ont à l'avant l'Autrichienne Catherine Schweinberger, une rouleuse sprinteuse également, 11e des Jeux européens et 3e du championnat d'Autriche du contre-la-montre. Ça veut dire qu'on a double possibilité pour cette équipe belge. Paul avec bien écoutez, une concurrente dangereuse à l'avant et une possibilité pour une sprinteuse dans le peloton. Intéressant la course également de cette équipe belge. Oui, tout à fait. C'est une équipe belge qui est bien fournie. On les a vus aussi dynamiter la course tout à l'heure avant la prise d'antenne avec la Hongroise Szabo, la championne de Hongrie, qui avait essayé dès les premiers hectomètres de s'échapper et avait bien étiré le peloton. En tout cas, voilà, je pense que par contre, eux, ils auraient bien aimé en mettre une autre à l'avant. Parce que là. Oui, parce qu'elles sont 4 de la FDJ et une seule pour l'équipe belge. Oui, c'est sûr. Et pour moi, c'est échappé. Bon, là, on voit que du coup, il n'y a que la FDJ qui prend en compte l'avancement de l'échappée. Ouais. Exactement. Et puis derrière, je pense que l'équipe de Thaïlande, on l'a vu déjà se désorganiser là, suite au faux plat de l'autre côté. Et je pense que ça va avoir du mal à rentrer. L'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope en tête de la course. On accueille aujourd'hui ici en direct sur la ligne d'arrivée à Poitiers son manager Stéphane Delcourt. Bonjour. Bonjour Freddy, bonjour Paul. Stéphane, course idéale pour l'instant, 4 filles en tête dans un groupe de 8. Vous êtes surreprésentés, c'est parfait? Alors oui, c'est parfait, il reste encore beaucoup de kilomètres, il peut se passer beaucoup de choses. Pour l'instant, les 8 ont l'air de s'entendre et derrière, on savait que la Thaïlande voulait une arrivée massive. Nous, on va tout faire pour les empêcher et on voulait du surnombre. Donc voilà, mais il y a des championnes devant avec nous aussi. Les filles ont attaqué au bon moment, Stéphane, c'est ce que vous me disiez avant cette prise d'antenne. Oui, c'est exactement pour l'instant à suivre les consignes à la lettre, c'est-à-dire fatiguer et mettre vraiment le coup de vis au bon moment sur la dernière heure de course. On sait qu'il fait chaud, que la répétition de la côte fait que ça devient de plus en plus difficile pour les organismes. On est quand même dans la dernière partie de saison aussi, mais on voit des filles très en forme qui vont être contre nous. Nos 4 concurrentes sont 4 filles qui ont fait des très gros résultats ces dernières semaines. Et qui ne vont pas beaucoup rouler. C'est le jeu, quand c'est nous, on sait le faire aussi. Donc c'est à nous de prendre la course en main devant. À un moment, si on arrive à mettre l'écart, on pourra changer aussi de stratégie, mais ça fait partie du vélo, ça c'est normal. Restez avec nous Stéphane, on va retrouver William Giraud sur notre moto-son, le journaliste de France Bleu. William, vous êtes laissé décrocher et vous allez pouvoir nous dire qui roule en tête de peloton.
Eh bien, c'est toujours l'équipe Thaïlande qui est en tête de ce peloton. Alors, vous parliez tout à l'heure, effectivement, il y a une tentative de contre et puis finalement, c'est rentré. Pour l'instant, 1 minute 25 toujours d'avance pour les 8 filles échappées de cette picto charentaise. Et j'allais dire qu'elle bénéficie pour l'instant du fait que c'est assez désorganisé dans ce peloton et qu'à part Thaïlande, ça ne se bouscule pas pour rouler et aller chercher les 8 échappés. Donc voilà, pour l'instant toujours Thaïlande qui fait le gros du boulot, mais qui n'est pas forcément aidé supplé pour aller récupérer cette échappée. Alors que nous entrons dans Poitiers et que l'on remonte le cours du Clin et on va arriver à hauteur de la voie de chemin de fer. Merci William, ça veut dire que les filles ne seront pas très loin de la ligne d'arrivée puisqu'elles vont tourner bientôt à gauche. Ce sera intéressant d'ailleurs de nous montrer, Julien Delage, sur la moto image, eh bien, la côte des 4 cyprès. C'est la modification de ce circuit cette année. Côte qu'emprunteront les cyclistes masculins cet après-midi pour le final du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, cette côte, elle va arriver dans quelques instants. D'abord une petite descente et puis ce virage sur la gauche pour remonter la rue des 4 cyprès et venir ici sur la ligne d'arrivée à Poitiers. Un final qu'on annonce peut-être un petit peu plus dur que les années passées, même si la côte est un peu moins difficile. Elle est plus longue, elle est moins pentue, mais plus longue. Voilà, elles abordent cette difficulté que vous avez reconnue, Paul, et qui peut faire quelques différences. Pas forcément maintenant, évidemment, sur la course féminine, mais peut-être tout à l'heure dans le final et pour la course masculine. Oui, c'est sûr. Si, sur la course masculine aussi, c'est pareil. Du pied de l'angle droit, là, de l'épingle à cheveux qui viennent de prendre les filles, il y a 1 kilomètre pour aller jusqu'au grimpeur. Mais finalement, après le grimpeur, c'est toujours en faux plat montant jusqu'à cette ligne d'arrivée ici dans les couronneries. Et il n'y aura pas de temps mort. C'est-à-dire que s'il y a des cassures dans cette bosse ici, ce sera difficile de revenir. Donc une fille forte ou un homme fort pourrait facilement s'imposer. Voilà, on est sur notre allure ici dans cette côte et on verra bientôt les filles arriver derrière nous sur cette ligne ici à Poitiers. Stéphane Delcourt, cette course elle est particulière évidemment pour l'équipe puisque vous roulez sur vos terres et c'est aussi bien l'occasion de récompenser les partenaires qui sont autour de vous et qui sont venus cet après-midi évidemment. Oui, exactement. Donc déjà un organisateur qui nous a toujours accompagnés et aidés. Je rappelle qu'Alain Clouet a créé la première édition de la Coupe de France dans la Vienne en 2006, l'année de notre création de l'équipe. Et derrière, les partenaires de la Picto charentaise sont aussi les partenaires de l'équipe. Aujourd'hui, on a plus de 60 partenaires qui sont à l'arrivée, qui sont déjà présents. Et on a envie de faire briller ce beau maillot et aussi le maillot de blanc-rouge de Jade. Mais voilà, ça va être encore un très beau final. Et puis on rappelle qu'il y a eu pour l'instant 3 éditions de cette picto charentaise. Et puis les victoires de Greta Richoux en 2016, d'Annabelle Dreville en 2017, de Lorraine Kitchen en 2018. Autrement dit, cette course ne vous a pas échappé encore, Stéphane. Donc là, vous visez la passe de 4. Oui, on vise la passe de 4. Après, quand on est chez nous, on veut tout le temps gagner. Aujourd'hui, le niveau n'est pas le même qu'il était les autres années, même si... comme Alain Clouet, je suis très déçu du comportement de certaines équipes dans ces derniers jours. Là, quand on voit devant, juste pour info, la brésilienne, c'est la 7e des derniers JO. Et 6e, il y a quelques jours au Colorado. Donc moi, j'espère qu'elle n'a pas très bien récupéré de son voyage, puisqu'elle a dû arriver. Le décalage horaire doit être compliqué à gérer, effectivement. Voilà, elle est là depuis 10 ans dans le cyclisme féminin et elle revient en forme depuis quelques semaines. Donc le final va être très très dur. Alors on va voir les filles qui vont passer derrière nous pour le 6e passage ici sur la ligne. Elles étaient attendues vers 13h18. Elles seront un petit peu plus tard, 7 à 8 minutes de plus que l'horaire estimé. Mais on vivra évidemment ensemble en direct jusqu'au bout cette picto charentaise. Jade Viel, leader de ce groupe de tête avec son beau maillot tricolore. Ce maillot tricolore, Stéphane, acquis de haute lutte du côté de la Fouassière au mois de juin. Ouais, c'est toujours une saveur particulière de gagner un titre national. Alors de le gagner de la manière où les filles l'ont gagné, c'est encore plus fort parce qu'elles l'ont vraiment gagné avec la manière. Alors, et surtout quand on sait que Jade est née en 2000 et avec Marie Lenette et puis Victory, elles ont fait une très grande course. Maintenant, je sais que Jade a à cœur plusieurs objectifs pour cette fin de saison. C'est absolument de gagner en bleu, blanc, rouge. Donc est-ce que ça sera aujourd'hui ou dans les prochains jours? Et c'est aussi de montrer aux sélectionneurs de l'équipe de France qu'elle peut faire partie du groupe pour les mondiaux. Donc toutes nos filles sont très motivées.
Allez, on va suivre bien ce passage ici sur la ligne. On reparlera bien sûr de cette équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui domine le cyclisme féminin français et qui tente de s'imposer au niveau international. Et c'est justement aujourd'hui une course internationale, la Picto charentaise, alors qu'on nous annonce un nouvel écart pour les filles de tête, 1 minute 30. On nous annonce 1 minute 30 d'avance pour les 8 cyclistes en tête. On va évidemment prendre le temps sur la ligne d'arrivée ici à Poitiers. Le passage devant France 3, l'occasion de saluer bien les collègues qui travaillent aujourd'hui pour alimenter le journal régional de ce soir que vous retrouverez, vous en avez l'habitude, à 19 h. On passe juste devant nos locaux, on salue tout le monde. Et là, ce dernier virage avant l'arrivée, ici rue de Nimègue à Poitiers. Là, on est dans l'arrivée traditionnelle du Tour du Poitou-Charentes masculin et de cette Picto charentaise depuis 4 ans. Les voici. Les filles, l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine qui mène toujours ce groupe de tête ici à Poitiers. Elles arrivent, les filles de la FDJ Nouvelle-Aquitaine toujours en tête avec le passage devant le public de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine. Et ça, sur la ligne, ce n'est pas l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine, mais bien Christina Martinez-Bonafé de l'équipe Biscaya Durango qui est passée en tête. Est-ce qu'il y a une accélération de l'Espagnol ou alors derrière, est-ce qu'on réagit? On va vivre cette course en direct et les images de l'avant de la course dès que le peloton sera passé ici derrière nous. Passage aux Couronneries, à ce quartier de Poitiers où est traditionnellement réservé le final du Tour du Poitou-Charentes et de la Picto charentaise. Le peloton qui arrive ici et qui va tourner pour prendre la direction de cette ligne d'arrivée. Et on retrouvera ensuite les filles de tête pour voir l'évolution de ce groupe de tête. Le passage sur la ligne ici, alors que les filles sont à 300 mètres. L'équipe thaïlandaise National Team mène toujours l'avant du peloton. Et le chrono sera intéressant. Surveillera le chrono. Plus d'1 minute 30 d'avance. C'est parti. Pour le peloton qui est passé, Victory Gilman est en deuxième position. Elle contrôle toute velléité de sortie. Elle sautera dans la roue des éventuelles concurrentes qui pourraient tenter de s'extraire du peloton. Elles sont toujours 8, mais alors ça bouge en tête de course. Elles sont toujours 8, mais ça bouge. Et là, c'est Jade Viel qui relance ce groupe. Paul, la physionomie de la course, c'est 8 filles en tête. Certaines vont pouvoir tenter leur chance, comme vous disiez, éventuellement toutes seules. On est loin quand même encore de l'arrivée, puisqu'au passage ici sur la ligne, il reste un petit peu moins de 30 km. Ouais, on est loin, mais on n'est pas si loin que ça. Derrière, on a vu que l'équipe de Thaïlande, elle avance plus, elles sont anéanties. De toute façon, il n'y avait qu'une fille dans cette équipe, voire deux, là, qui ont vraiment un grand niveau. Et puis à l'avant, les 4 filles de la FDJ ne vont pas rouler jusqu'à 5 km de la ligne avec tout le monde dans la roue. Donc je pense que la bonne tactique, c'est celle qui est en train de faire l'équipe, c'est-à-dire d'attaquer chacune leur tour, de rescinder ce groupe, et puis, mais toujours en gardant le son nombre. Donc voilà, on voit qu'à chacune leur tour, elles attaquent, et puis en essayant de se retrouver toujours au moins une pour deux au maximum, quoi. Comme ici avec l'attaque de Maëlle Grosse-Tête, c'est Gladys Verhulst qui prend sa roue et maintenant c'est Charlotte Bravard qui attaque. Ça fait plaisir à Stéphane Delcourt de voir les filles de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine attaquer, mais il espère évidemment, Stéphane, que les filles pourront se décrocher quelques adversaires pour être plus sereines dans le final. Pour l'instant, aucune décision n'a été officielle. Il y a encore une attaque sur la droite, ça doit être Lauren Kitchen, je crois. Lauren Kitchen, je crois, en tête. Paul, a priori, c'est plutôt l'Australienne de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine qui tente de partir. Elle est marquée également, Lauren Kitchen. 4 de la FDJ contre 4 adversaires. C'est ça, un petit peu ce final. Un beau match, oui, c'est sûr. Alors après, il faut faire attention, ce genre d'attaque. Des fois, quand on met vraiment le feu, on peut vite aussi reprendre le coup du bâton. Je pense qu'il faut aussi choisir un endroit propice où c'est dur. Dans le prochain faux plat, là, vont bientôt arriver dans le faux plat de la Germonnière. Et je pense que là, si
si Jade est vraiment forte, on connaît ses qualités de puncheuse, c'est à ce moment-là où elle devrait essayer de vraiment de casser ce peloton et de s'esseler à l'avant. Et on va suivre cette course avec le peloton derrière un petit peu moins organisé que tout à l'heure. Vous le disiez, Paul, notamment l'équipe de Thaïlande. Est-ce que ces attaques incessantes, mais pour l'instant qui ne sont pas concluantes, peuvent favoriser le peloton, Paul, ou pas? Oui, ça peut favoriser le peloton, mais on voit que derrière, j'ai pas l'impression que ça aille très très vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que devant, quand on met des attaques comme ça à cette vitesse-là, c'est finalement des gros sprints, ça coûte beaucoup d'énergie finalement. Donc attention quand même à ne pas trop en faire. Il faut, je pense, choisir vraiment le moment opportun pour porter ces attaques-là. Voilà, là, c'était une nouvelle attaque, celle de Maëlle Grossetête. Pour l'instant non concluante également. On se regarde un petit peu qui sera la prochaine à attaquer, ou est-ce qu'un train va se remettre en marche. On va suivre ça en direct sur les pages Facebook de France 3, sur Noah et sur France Bleu. Stéphane Delcourt, c'est important cette course, on l'a dit, et surtout dans l'optique de la saison prochaine et la réforme du World Tour. Vous pouvez nous parler de vos ambitions à ce niveau-là? Ouais, on sait que le cyclisme féminin est en train de se réformer comme le cyclisme masculin l'a fait dans les années 2005. C'est pour nous à la fois une menace et une opportunité. C'est une menace car il faut être capable de passer ce cahier des charges, que ce soit au niveau financier, au niveau juridique, au niveau social. Par exemple, toutes nos cyclistes doivent être salariés à temps plein avec des minimums de salaire, des minimums de cotisation. Et aussi, c'est la même chose pour le staff. Donc on a bien bossé. Aujourd'hui, on est encore dans les 8 candidats donc on passé les premières étapes avec l'Union cycliste internationale. On sait que le mois de septembre est en jeu au niveau administratif. Et pour ça, et pour motiver aussi nos partenaires et les bénévoles qui sont toujours à la tête de l'équipe, parce qu'on est toujours 8 bénévoles à la tête de l'équipe, il faut qu'on continue à performer, parce qu'on sait que la performance sportive fait que derrière, c'est plus facile pour nous pour aller chercher des fonds et nous organiser pour cette réforme. On salue Manou Merlot, la présidente, qui est à l'initiative de la création de cette équipe, vous le disiez, en 2006, quand elle était encore dans le peloton féminin. On salue Manou Merlot. On vous souhaite de réussir, Stéphane, dans cette entreprise. Au niveau sportif, cette année, vous n'êtes entre guillemets qu'à la 19e place internationale. On avait plus l'habitude de voir l'équipe entre la 10e et la 15e. Quelles sont les raisons de ce recul? Oui, c'est tout à fait ça. Alors c'est le problème des classements, où ça reflète ou ça ne reflète pas tout le temps la vérité du sport. On a un calendrier de très haut niveau. Par rapport à une équipe concurrente, nous on a fait vraiment le très beau calendrier. On n'a pas été chercher des points dans des courses exotiques dans d'autres continents. Et il faut aussi saluer qu'on a eu notre leader qui était très bien parti, qui nous avait monté jusqu'à la 10e place dès le 2e mois de la saison, s'est blessé. Et depuis qu'on a pu Emilia Fahlin, c'est dur d'exister au très haut niveau international. On l'a vu encore en Norvège avec le top 10 de Stine Borgli et le top 10 de Jenny Duval. Mais pour aller jouer le podium ou les top 5, sans Emilia, c'est compliqué. Donc je pense qu'on va faire une très belle fin de saison. Et au niveau ranking, ça va s'améliorer. Mais notre but premier, voilà, c'est d'être World Tour, que nos sponsors soient rassurés, qu'on ait une licence pendant 4 ans, qu'on arrête de parler en points, mais qu'on parle en performance, en victoire. Et voilà notre objectif aujourd'hui. La blessure de votre leader explique également le recrutement en cours de saison. C'est pas forcément une habitude de votre équipe. Non, de mémoire, on l'avait fait une fois. C'est pas notre habitude. Avec un effectif de 13, ça devait passer sur les 105 jours de course. Emilia s'est blessée et on avait beaucoup d'espoir sur elle. Donc derrière, on a dû changer un peu de tactique et on a bien vu au mois de juillet que ça allait être compliqué. Attaque de Jade Viel. Je vous coupe, Stéphane. On reprend évidemment cette discussion. Et tout de suite, c'est Gladys Verhulst qui prend sa roue. Elle fait beaucoup de travail, hein, Gladys Verhulst, l'équipe Charente-Maritime Women's Cycling, Paul, pour rester au contact dès qu'il y a une attaque. De toute manière, elle n'a pas le choix vu qu'elle est toute seule. Donc c'est-à-dire que dès que ça attaque à l'avant, si Gladys a les jambes comme elle les a depuis quelques semaines, elle l'a montré au dernier championnat d'Europe à Alkmaar sur la course Espoir et encore la semaine passée à Beauvais lors du championnat de France, elle n'a pas le droit de laisser partir quelqu'un sans elle. Parce qu'après, on sait que ça va être plus tactique, très stratégique. Donc si elle est en jambes, il faut vraiment qu'elle saute sur tout ce qui bouge. Voilà, les 8 sont toujours ensemble. On termine cette discussion, Stéphane, avec bien le nom de vos recrues et l'objectif pour chacune. Alors on a recruté Clara Copponi. Clara Copponi, c'est celle qui nous a battus chez nous à Loudun. C'est une terrible sprinteuse. Voilà, on sait que si ça rentre, même si elle revient de coupure, c'est notre atout. On a recruté la Norvégienne Stine Borgli.
qui finira pas loin du top 30 mondial cette année, qui fait une grosse saison. Stine avait arrêté le vélo pour donner naissance à son fils, avait arrêté pendant 4 ans. Elle revient en grande forme et c'est vrai que Torushov nous l'a présenté et on a saisi l'occasion. Il y aura encore quelques recrues qui vont arriver dans les jours à venir, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais la fin de saison va être très belle. Il nous reste plus de 2 mois de course, ce qu'on finira le 22 octobre en Chine. Torushov dont vous parliez qui a brillé sur les routes du Tour du Poitou-Charentes. Il a déjà participé à l'épreuve masculine que nous vivons toute cette semaine. On a vu en arrière-plan la ville de Poitiers que les cyclistes ont quitté. Elles sont du côté de Montamisé, si vous connaissez un petit peu ce circuit final. Et l'écart est à maintenant d'1 minute 30. Non, 1 minute 20 l'écart. 1 minute 20, l'écart un petit peu diminué. On annonçait tout à l'heure une 30, ce sera finalement maintenant 1 minute 20. Ça veut dire que ça roule quand même un petit peu derrière. On n'avait pas l'impression que le peloton imprimait un gros rythme, mais c'est surtout les attaques incessantes à l'avant qui ont certainement permis au peloton de revenir et de regagner ces 10 secondes. On va justement poser la question à William Giraud. William, je ne sais pas où vous êtes situé dans la course. Que pouvez-vous nous dire de l'écart entre le groupe de tête et le peloton ? Eh bien, c'est toujours le chiffre que vous venez d'annoncer, Freddy, 1 minute 20 secondes. Cet écart, il a un petit peu fondu, tout simplement parce que vous l'avez vu sur les images, il y a eu beaucoup d'attaques dans ce groupe de 8 échappés. Ça a fatigué, je pense, un petit peu aussi. On a vu à plusieurs reprises plusieurs filles monter cette dernière côte à Montamisé en danseuse. Donc voilà, forcément, on a perdu quelques petites secondes, même si voilà, ça permet aussi de se tester par rapport à la grande explication qui va intervenir forcément maintenant dans les minutes qui viennent dans ce groupe de 8. En tout cas, il y a des fourmis dans les jambes et il y a envie forcément d'aller placer la bonne attaque. Il va falloir trouver le bon endroit, le bon moment et surtout ne pas trop se fatiguer, ne pas trop s'épuiser parce que sinon le peloton va en profiter pour revenir à grand train. Au prochain passage sur la ligne d'arrivée ici à Poitiers, il restera 14 km 600 à parcourir. Ce sera donc le dernier tour, mais pour l'instant on est à l'opposé de cette ligne d'arrivée. Les filles qui vont ensuite redescendre du côté de Poitiers pour aborder ensuite la côte des 4 cyprès. À l'avant du peloton, l'équipe thaïlandaise toujours en tête, l'équipe thaïlandaise qui mise sur sa sprinteuse Jutatip Manipan. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Paul vous l'a présenté également. Peloton qui compte 1 minute 20 de retard. Quelle stratégie adopter, Paul, pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine, puisque on l'a vu pour l'instant, les attaques se sont montrées infructueuses? La stratégie, c'est surtout les filles, selon leur genre. En tout cas, on a vu qu'elles ont essayé d'attaquer chacune leur tour. Ça n'a pas fonctionné. Ça a créé plutôt le désordre. Et le peloton s'est rapproché de plus de 10 secondes. Après, s'il y a sur les 4 filles à l'avance, il y en a qui sont un petit peu moins fortes que les autres. Je pense qu'il faudrait qu'elles se sacrifient peut-être pour vraiment faire le break avec le peloton. Et après lancer vraiment les attaques sur les parties les plus difficiles comme la rue dans la côte, dans la rue des 4 cyprès, où c'est là qu'il y aura vraiment une différence à faire à mon avis. Parmi les cyclistes d'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine, Stéphane, que vous connaissez bien, est-ce qu'une fille peut créer l'écart dans cette côte des 4 cyprès parmi les 4 qui sont devant? Oui, Jade Viel est la meilleure puncheuse, elle est en forme. Je rappelle que dans nos 4, Lorraine était arrêtée depuis le Tour de Norvège suite à une chute en Suède. Elle a eu 4 points de suture au genou. Charlotte Bravard reprend juste le vélo après sa chute au Tour du Benelledis Tour qui était mi-juillet. Donc voilà, on a un effectif aussi qui peut à la fois mêler fraîcheur mais aussi qui se dit qu'elles sont fatiguées. Attaque de Lorraine Kitchen sur la gauche du rond-point avec Gladys Verhulst dans ses roues apparemment. Oui, ça c'est une belle attaque pour Lorraine Kitchen qui est partie. Lorraine Kitchen, vous confirmez sur ces images, Lorraine Kitchen et Gladys Verhulst dans la roue l'une de l'autre avec une 3e cycliste qui les a rejoints. Et voilà, mais ça revient, ça rentre. Et Lorraine Kitchen qui n'a pas réussi à prendre plus d'une dizaine de mètres d'avance.
Les 8 sont toujours ensemble, groupés, le peloton derrière. Le voici en file indienne, ça roule quand même derrière pour tenter de revenir. Ouais, et puis on voit que maintenant l'équipe Elsmar a mis en route aussi derrière, hein. Malgré qu'elles aient une fille à l'avant, l'Autrichienne, elle roule pour ramener, donc pour jouer sur leur sprinteuse. Donc attention, maintenant s'il y a une deuxième équipe qui vient pour collaborer, il ne va pas falloir non plus trop jouer à l'avant, à se mettre des attaques et puis surtout à marquer des grands temps d'arrêt. Encore une attaque de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope, et cette fois-ci elle a pris une longueur d'avance puisque personne n'a sauté dans sa roue. C'est peut-être la bonne attaque. Non, on réagit du côté de Flavia Maria de Oliveira Papa, la brésilienne de l'équipe Memorial Santos, qui tente de revenir sur cette attaque de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Maëlle Grosse-Tête certainement devant. Non, c'est Charlotte Bravard, exactement, Paul. C'est Charlotte Bravard qui a attaqué, mais une nouvelle fois, elle n'a pas réussi à s'extraire définitivement de ce groupe. Elles sont 8, elles se regardent. Qui va réussir à fausser compagnie à ses adversaires ou à ses coéquipières? Quand on est de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine, eh bien on va poser la question à William Giraud. William. Exactement, parce que c'est vrai qu'on est au contact de ces 8 filles de tête là depuis de longues minutes maintenant, et on les observe avec beaucoup d'attention. Et c'est vrai que Charlotte Bravard, elle a bien caché son jeu, parce que tout à l'heure elle avait l'air plutôt en difficulté avec Maëlle Grosse-Tête derrière ce groupe. On les avait un petit peu oubliés, et puis là à force d'attaquer devant, eh bien Charlotte Bravard elle a serré les dents, elle n'a rien dit, elle était restée derrière, et puis paf, elle a placé cette attaque qui aurait pu faire mal. Elle a été reprise, et comme vous le disiez quand même tout de même Freddy tout à l'heure, c'est vrai qu'il va falloir faire attention pour ces 8 filles, parce que à force d'attaquer vraiment là depuis quelques instants, nous sommes à quelques mètres d'elle, on voit que ça commence à travailler au niveau des organismes et à fatiguer vraiment certaines filles. On commence à avoir le visage marqué, donc Charlotte Bravard et Maëlle Grosse-Tête, vous les voyez sans doute à l'image, qui se sont replacées derrière. Une cassure avec 3 filles qui sont devant. Nous allons nous porter pour essayer de vous identifier les dossards. Lauren avec Kitchen, a priori au moins c'est à l'avant, une fille Gladys de la FDJ, Verhulst, Lauren Kitchen. exactement. Lauren Kitchen, Gladys Verhulst et Flavia Maria de Oliveira Papa. Une seule cycliste de FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope à l'avant. Gladys Verhulst dans sa roue et Flavia Maria de Oliveira Papa sont peut-être d'ailleurs les deux concurrentes qui n'appartiennent pas à l'équipe FDJ, celles qui ont le plus tenté de revenir à chaque attaque, en tout cas de sauter dans la roue de celles qui attaquaient. Ouais, tout à fait, on a vu que l'Autrichienne de l'équipe Ilsmet n'était pas en forme. D'ailleurs c'est pour ça à mon avis que son équipe roule derrière. Elle n'a pas donné l'assurance de jouer les premiers rôles à l'avant. Mais là finalement c'est peut-être pas plus mal. Du coup c'est à Lauren Kitchen maintenant on a pu collaborer, puisque à l'avant, elle a juste à rester devant et puis à attendre que derrière ça rentre. Et c'est plutôt pas mal ce qui se déroule pour Lauren Kitchen. En tout cas, c'est vrai que la brésilienne de Oliveira nous fait forte impression, même si c'est vraiment une pure grimpeuse, une grimpeuse de col. Et bien, on voit qu'ici elle est bien en forme, et je pense que finalement elle a dû dormir dans l'avion, puis elle a bien récupéré de son voyage aux États-Unis. 8 secondes d'avance pour ces 3 filles sur le reste de l'échappée. Stéphane Delcourt, un petit mot avant de vous laisser retrouver vos partenaires et vivre cette fin de course ensemble. Une cycliste, Lauren Kitchen, à l'avant pour cette fin d'étape pour l'instant. Ouais, comme l'a dit Paul, c'est pas une mauvaise opération, parce que derrière on a pu rouler dans les 5 qui restent. Et puis Lauren, c'est notre capitaine, elle s'est gagnée ici, elle s'est gagnée tout court. Donc là ça va fatiguer aussi l'Autrichienne et l'Espagnole. Donc on sait que derrière on a des filles qui ont du jump aussi, et puis on fait confiance à Lauren. Lauren s'est gagnée. Voilà. Merci France TV. Lauren qui a gagné l'année dernière. Voilà, qui a gagné le Grand Prix d'Isberg aussi l'année dernière. En plus, voilà, donc on peut lui faire confiance, et effectivement du côté de votre équipe. Merci beaucoup Stéphane Delcourt d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à France TV de retransmettre nos courses et de nous soutenir au quotidien. Merci. C'était un plaisir, et je rappelle que France 3 Poitou-Charentes était à l'initiative en 2014 de la retransmission de la course féminine des championnats de France, voilà, qui depuis est retransmise régulièrement sur l'antenne de France Télévisions. On est très heureux d'avoir été à l'initiative de cette retransmission. Merci et bon dernier tour. Merci Stéphane.
et bonne chance donc dans votre projet de World Tour d'intégrer le plus haut niveau mondial féminin. Le dossier est déposé, on l'a bien compris. On suivra ça évidemment sur l'antenne de France 3 Poitou-Charentes. Allez, 3 cyclistes en tête. On rappelle l'identité. Lauren Kitchen, l'Australienne de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Gladys Verhulst de la formation Charente-Maritime Women Cycling. Et la Brésilienne de l'équipe Memorial Santos, Flavia Maria de Oliveira Papa. Derrière, leurs anciennes compagnons d'échappée sont relégués à 15 secondes. 15 secondes de retard pour la suite du groupe. Alors que là, on est dans la côte des 4 cyprès pour le peloton. On fera aussi un écart évidemment avec le peloton, notamment sur la ligne pour savoir s'il y a possibilité. Attention, on voit que Gladys Verhulst, non, je crois qu'elle était toute seule, mais non. Elle mène le trio. Voilà. Attaque de Oliveira. Attaque de Oliveira. Flavia Maria de Oliveira Papa dans la côte. Ça vous surprend pas, Paul? Non, pas du tout. Comme je vous le disais, Freddy, à l'instant, c'est une pure grimpeuse de col, hein, pas forcément une puncheuse. Donc sur les routes du Poitou-Charentes comme ici, elle n'a pas 50 solutions pour attaquer. C'est vraiment dans cette partie-là où elle doit faire la différence avec ses adversaires. Parce qu'au dernier tour, finalement, on sera qu'à 2 km de la ligne. Donc là, il faut qu'elle essaye. Elle me paraît vraiment en forme parce qu'elle a été chercher toutes les attaques des filles de la FDJ tout à l'heure, on va dire avec Gladys. Hein, c'était les plus actives pour contrer les offensives de la FDJ. Et voilà, là, l'attaque, mais elle n'arrive pas à faire la différence. C'est pas assez dur pour de Oliveira. C'est pas assez dur pour elle. Et ses adversaires qui restent dans la roue, Lauren Kitchen, Gladys Verhulst. Voilà, ça fait plaisir également que l'équipe Charente-Maritime Women Cycling soit représentée à l'avant de la course avec bien certainement l'une de ses leaders, hein, Gladys Verhulst, dont vous avez parlé en début de retransmission. Belle initiative également pour cette équipe charentaise maritime qui fait partie du circuit international depuis cette année. Ouais, non, c'est super. Moi, du coup, en tant que sélectionneur, je suis très heureux de voir des équipes UCI voir le jour parce que c'est ça qui amène les filles à courir au plus haut niveau puis à progresser. Donc, du coup, c'est quand même à féliciter cette action de Jean-Christophe Barbotin et tout son staff. Un contre au niveau du peloton. Un contre, on va tenter d'identifier qui sort du peloton pour tenter de revenir sur les échappés qui vont bientôt passer devant nous. On prendra bien évidemment le temps qui sépare à la fois les 3 de tête des 5 anciennes coéquipières de ce groupe d'échappés principal. Et puis on verra derrière qui tente de sortir du peloton. En tout cas, ça a bien cassé le peloton dans cette côte des 4 cyprès. Les 3 en tout cas sont toujours ensemble à l'avant. Vous voyez le château d'eau là-bas, ça veut dire qu'elles approchent de cette ligne d'arrivée. Passer le château d'eau, il leur restera 500 mètres avant le passage sur la ligne. On va prendre l'écart, on nous signale 20 secondes désormais. 20 secondes entre les 3 de tête et les 5 filles qui étaient avec elle auparavant dans le groupe de tête. On va prendre le timing sur la ligne pour voir si cet écart est confirmé et puis voir surtout qui tente de contrer dans le peloton. On se retourne du côté de Gladys Verhulst. Personne ne veut prendre le relais, vous l'avez dit, hein, Lauren Kitchen n'a pas forcément besoin de prendre le relais, sachant que 3 équipières sont derrière à une vingtaine de secondes. L'Ardoisier qui indique le temps, 1 minute 30 semble-t-il, j'ai cru apercevoir, 1 minute 30 sur le peloton bien sûr. Et on va voir ici sur la ligne, alors qu'elles vont bientôt aborder le dernier virage de ce circuit pour nous rejoindre ici sur la ligne d'arrivée. Effectivement, le peloton est cassé en plusieurs parties. Ouais, derrière, on voit que ça accélère. De toute manière, quand on passera sur la ligne, il restera un tout petit peu plus de 14 km. Donc, si on veut tenter quelque chose pour revenir jouer la gagne, c'est maintenant ou jamais. Et on a vu des belles attaques dans la côte de la rue des 4 Cyprès. Et puis devant, on voit Lauren Kitchen qui pour moi court pour le moment à la perfection. Elle entretient l'échappée mais sans en faire trop et puis en jouant aussi sur l'arrière. Eh bien, elles vont arriver ici sur cette ligne. Il leur restera donc 14 km 600 à parcourir une fois cette ligne passée, un dernier tour de circuit final. Elles sont donc 3 en tête. Des Oliveira, Verhulst, Kitchen qui va franchir cette ligne en premier.
On le voit, c'est passé pour De Oliveira, Kitchen et Verhulst. Voici dans cet ordre le trio qui est passé sur la ligne. On prend les écarts évidemment pour ces 3 filles de tête sur eh bien, leurs anciennes coéquipières ou adversaires du groupe de tête. Eh bien, visiblement plus de 20 secondes désormais, plus de 20 secondes. Ça doit être joué, je pense, pour les filles qui accompagnaient ces 3 cyclistes. Et derrière, les voici, les 5. Schweinberger qui va passer. C'est passé 35 secondes de retard pour les 5 qui composaient le groupe d'échappés. 35 secondes de retard pour elle. On va attendre le passage maintenant du peloton pour savoir si le contre que l'on a vu dans la rue des 4 Cyprès se confirme et combien de temps sépare les 3 filles de tête du contre. Elles arrivent. Voilà le peloton qui arrive, en tout cas une première partie de peloton, un petit groupe qui arrive ici sur la ligne. Les 3 filles de tête sont passées depuis plus d'une minute 10, 1 minute 12 précisément d'écart, 1 minute 12 avec notamment Célia Lemoel qui mène ce contre. Célia Lemoel, alors que Victory Gilman tente de revenir sur ce groupe de contre. La coéquipière de Lauren Kitchen de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine. 1 minute 15 la suite du peloton, 1 minute 15 d'avance pour les 3 filles de tête. Paul, il reste, on vous l'a dit, un dernier tour, c'est-à-dire 14 km à parcourir, 1 minute 15. Est-ce suffisant pour les 3 filles de tête? Bah oui, moi j'ai l'impression que ça va être suffisant. Attention, on voit Lorraine qui prend plus le relais là, à l'avant. Par contre, si elle continue comme ça, je pense que ça va vite énerver les filles. Donc ça va refaire comme tout à l'heure, il va y avoir des attaques. Et c'est à ce moment-là où on a vu, dès qu'il y avait des attaques à l'avant, que le peloton arrivait à rentrer assez rapidement. Ouais, en tout cas, c'est un final palpitant. C'est ce qu'on attendait ici sur ce circuit à Poitiers. Et c'est vraiment intéressant de suivre cette course. Est-ce que Lauren Kitchen a intérêt à ce que les 5 de derrière reviennent avec 3 coéquipières, on le rappelle, ou pas? Bah, c'est sûr, si elle pourrait être 2 sur 4, ça serait mieux que 1 sur 3. Hein, mais pour le moment, elle passe pas ses relais et devant les autres, ça n'a pas l'air de trop les embêter. Elle continue à rouler comme si elles n'avaient personne dans la roue, donc c'est tout bénéfice pour Lorraine. Voilà, peut-être aussi que du côté d'Oliveira, on a vu qu'on n'avait pas réussi à faire la différence sur cette petite difficulté et que finalement maintenant on joue le podium, hein, ça arrive aussi quelquefois. On sait que c'est des courses UCI, comme le disait Stéphane Delcourt, il y a des points UCI à glaner. Et voilà, si on assure une place dans les 3 premiers, des fois pour une équipe comme l'équipe de Oliveira, c'est important d'aller chercher une vingtaine, une trentaine de points. Donc peut-être que son directeur sportif lui a dit maintenant tu t'occupes pas de la victoire et tu roules pour aller faire 2 ou 3. Ce qui est certain, en tout cas pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, c'est qu'il ne faut pas que le peloton revienne sur les filles de tête, car sa sprinteuse Clara Copponi n'a pas pu suivre le rythme. On vient de l'avoir passé à l'instant sur la ligne d'arrivée. Donc s'il y avait un regroupement général, en tout cas pour ce qui concerne l'avant de ce peloton et les filles de tête, eh bien l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine n'aurait pas sa meilleure chance de victoire au sprint. Voilà une donnée importante pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Lauren Kitchen qui prend des nouvelles, qui se renseigne du côté de son directeur sportif. Elle ne roule pas, vous l'avez dit, elle reste dans les roues de Papa De Oliveira, Flavia Maria De Oliveira et de Gladys Verhulst. Moins de 14 km de l'arrivée. On vous rappelle 3 cyclistes en tête avec près de 30 secondes d'avance sur 5 filles qui étaient avec elles dans l'échappée et un petit peloton qui tente de mener la chasse. On va retrouver William Giraud à l'avant de la course. William, vous nous confirmez que Lauren Kitchen ne prend quasiment jamais de relais?
Je vous le confirme effectivement, sachant que là nous venons de redescendre, Freddy, au niveau du premier groupe de course pour vous donner quand même l'identité des 7 coureuses qui se trouvent dans ce premier groupe de compte. On a 2 coureuses de Comité Bretagne, Célia Lemouel, vous en parlez tout à l'heure, mais également Sandra Lovenez. Il y a également Alice Coutinho, la brésilienne, Audrey Van Garten de CC Le Boulot, Fienne Delabert et puis Camille Robert de UVCA 3. Donc voilà l'identité des 7 coureuses de ce premier groupe de compte, sachant que derrière il y a deux coureuses, un deuxième groupe de contre qui est sorti du peloton. Levenez, Lemouel, Robert, Coutinho, vous nous avez signalé ces 4, il m'en manque une, je crois. William, si vous avez l'identité de la demoiselle qui nous manque, n'hésitez pas à... Van Garten, 83. Merci. Merci Audrey Van Garten de l'équipe CC Le Boulot. Je vais vous donner l'identité des équipes, puisqu'on a dit qu'elles n'étaient que 12 sur 22 à l'origine prévues. Bien, alors saluons les 12 équipes présentes avec le VC Morteau Montbenoît, l'UVCA 3, le Team L Pays de Loire, le Comité de Bretagne, le CC Le Boulot, Biofrais pour les équipes internationales UCI, Thailand National Team, Memorial Santos, Hillsmate Ladies Team et Biscaya Durango, et les 2 équipes françaises UCI, Charente-Maritime Women's Cycling et FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Le passage sous le tunnel, les cyclistes qui se dirigent vers Montamisé. On vous en parlait tout à l'heure. On se retrouvera alors à l'opposé de la ligne d'arrivée ici à Poitiers, avec une partie ensuite un petit peu plus roulante, avec notamment une descente pour rejoindre ensuite la route de l'Essard qui ramènera les cyclistes vers Poitiers, ce virage pour la rue des 4 Cyprès, et ensuite l'arrivée ici du côté de Poitiers. Le groupe de contre à l'image. Oui, le deuxième groupe de compte finalement, parce qu'il reste toujours quand même le groupe avec Jadviel, Maël Grosset, voilà, les 5. Et on voit que par contre que derrière on est bien organisé, les 2 Bretonnes font un excellent travail. Et puis à l'avant tout à l'heure, on a vu Jean-Christophe Arbota, le directeur sportif de Charente-Maritime Women's Cycling, venir parler avec Gladys Verhust et lui dire d'en faire un petit peu moins, de rester un petit peu plus dans le sillage de Lauren Kitchen. Et je pense qu'il lui a dit voilà, aujourd'hui on est là pour essayer de gagner la course. Maintenant, il faut aussi des fois risquer de tout perdre pour aller gagner. En tout cas, c'est sûr que si elles continuent à rouler comme ça toutes les 2 à l'avant avec Lorraine dans la roue, elles sont sûres de se faire battre ici sur la ligne d'arrivée. Et oui, évidemment, si vous ne produisez pas beaucoup d'efforts, vous en gardez sous la pédale pour l'arrivée, et vous risquez de dépasser vos 2 adversaires. Et donc c'est ce que ne souhaite pas évidemment Gladys Verhulst et Flavia Maria de Oliveira Papa. Mais évidemment, quand on est à l'avant de la course, on doit mener quand même. On ne veut pas forcément le retour d'abord des 5 qui composaient le groupe d'échappés et du contre que l'on a là en image. Oui, c'est sûr. Le deuxième contre va rentrer sur le premier contre. Donc là, à voir comment ça va se dérouler derrière. Mais ce serait bien qu'on ait un écart entre l'échappée et le premier compte pour savoir un petit peu où on en est. J'ai essayé de prendre un pointage, mais... voilà, la jonction, la voilà, Paul. Vous en parliez. Oui, tout à fait. Alors, jonction entre le deuxième et le troisième contre. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'on va de nouveau avoir des attaques. Et puis, c'est peut-être ce qui va faire le fruit, le bénéfice, en tout cas, pour les filles de devant. Parce que là, si ça temporise un petit peu, elles vont aller au bout, les 3. Ouais. C'est celles qui viennent de rentrer qui évidemment vont assumer le rythme pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine qui se retrouve avec 3 coéquipières dans ce groupe. Aucun intérêt de rouler puisqu'il y a Lauren Kitchen à l'avant. Non, aucun intérêt de rouler. Je pense que comme l'a dit Stéphane, Charlotte Bravard est en reprise, elle est en super forme, donc ils ne peuvent pas jouer sur elle. Après Jade, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'elle ne soit pas à l'avant, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, ils ont confiance en Lauren Kitchen, il l'a dit, ils vont jouer la victoire avec elle. Donc maintenant, voilà, c'est aussi ça le vélo, c'est savoir prendre des risques. Et puis, elle est toute seule à l'avant, elle ne prend pas les relais, on ne lui demande rien. Donc pour moi, c'est du pain béni pour elle en tout cas. Lauren Kitchen, la tenante du titre, qui avait remporté également l'an dernier le Grand Prix d'Isberg, Grand Prix d'Isberg 2018, et qui revient elle aussi à 2 blessures à suivre dans ce final.
tout comme bien sûr Gladius Verhulst, on l'a dit, deuxième de championnat de France Espoir, septième sur le Tour de Burgos, cinquième du Grand Prix d'Isberg et deuxième à Loudun, accompagné de la brésilienne Flavia Maria de Oliveira Papa. L'écart entre les 3 de tête et le groupe de contre, 40 secondes Paul, 40 secondes entre le groupe de tête et le groupe de contre, 40 secondes, il reste un peu moins de 10 km. Est-ce suffisant? Oui, pour moi c'est suffisant parce qu'on voit que devant, c'est comme je viens de le dire, hein, c'est organisé. De Oliveira et Verhulst, elles font le boulot, elles roulent sans se préoccuper de Lauren Kitchen. Donc pour moi, je ne vois pas comment ça pourrait rentrer, à moins qu'il y ait vraiment derrière une réelle organisation entre toutes ces filles qui sont en compte. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 3 filles de la FDJ aussi ici qui vont essayer de casser le rythme. Donc pour moi, les 3 vont les disputer la victoire ici aux couronneries. On va suivre ça ici sur cette ligne d'arrivée des couronneries où on vivra également cet après-midi le final du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, cette 33e édition qui, je vous le rappelle, est dominée par Christophe Laporte, vainqueur de 3 étapes sur 4 et notamment le contre-la-montre hier du côté de Pleumartin où il a devancé Tony Galopin et Niki Terpstra. Christophe Laporte qui compte 33 secondes d'avance sur le coureur d'AG2R la mondiale et 41 sur le cycliste de l'équipe Team Direct Énergie. Rendez-vous à 15h30 pour vivre le final de ce Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine sur Noah, sur les pages Facebook de France 3 et sur France Bleu Association, France 3, France Bleu, pour vivre depuis mardi ce Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. On est très heureux de vous présenter ces images. C'est vrai qu'on a eu quelques problèmes avec le réseau 4G ces premiers jours de course et notamment hier sur le contre-la-montre. Mais là, du côté de Poitiers, le réseau fonctionne parfaitement ce matin et donc on vous offre avec plaisir ces images de cette picto charentaise. Il suffit que je le dise pour que l'image se gèle, mais non, voilà, on a retrouvé l'image. Bon, il y a un petit peu parfois des petites coupures, mais ce n'est pas très grave. Allez, on retrouve William Giraud en tête de course. Est-ce que le groupe de contre parvient à revenir sur les 3 de tête? Non, c'est même le contraire, Freddy, qui est en train de se produire puisque le trio de tête a désormais 45 secondes d'avance dans la descente vers Bonillet. Nous sommes maintenant sur cette départementale 4. On va remonter à nouveau une dernière fois ce cours du Clin et les 3 filles qui vraiment, comme le disait Paul Brousse il y a quelques instants, ont décidé d'aller jusqu'au bout et de jouer entre elles cette victoire sur la picto charentaise alors que Lauren Kitchen lauréat l'an passé ici, vous l'avez vu sur les images, c'est peut-être celle qui prend le moins les relais, mais c'est peut-être celle qui en garde le plus sous la pédale. Je pense que vraiment elle a laissé devant peut-être ses concurrentes du jour travailler pour sortir. Va falloir bien évidemment les surveiller de près quand nous allons rentrer dans quelques minutes maintenant dans cette rue des 4 Cyprès. Superbe image sur cette prise de rond-point là, magnifique du côté de Bonillet. On est vraiment dans la partie la plus basse du circuit. Les filles qui vont aborder ensuite la rue des Sarres et de la Vincendrie avant de remonter par la rue des 4 Cyprès pour arriver devant nous pour disputer la victoire ici. On a vu que ça se regardait un petit peu devant. Paul, c'est un peu le danger pour ce groupe de tête. Il va falloir peut-être que Lauren Kitchen commence à prendre quelques relais si elle veut que ce groupe de 3 aille au bout et qu'elle dispute ses chances si elle en a gardé sous la pédale. Oui, tout à fait. On voit que le rapport de force s'est inversé à l'avant. Les deux ont décidé de plus collaborer. On se rapproche de l'arrivée. On doit être à 7 ou 8 km de la ligne. Donc là, on a vu qu'elle mettait la pression sur Lauren Kitchen. Et là, c'est Gladys Verhulst qui va. C'est Gladys Verhulst qui attaque. C'est Gladys Verhulst qui tente sa chance. Lauren Kitchen qui prend sa roue. Et c'est un petit peu plus compliqué pour l'instant pour Flavia Maria de Oliveira Papa, mais qui va peut-être revenir au train. Pour l'instant, c'est dur de creuser ces 5 mètres, de revenir sur ces deux devant les 5 mètres qui séparent Gladys Verhulst, Lauren Kitchen de Flavia Maria de Oliveira Papa. Là, ça se regarde devant, elle va pouvoir rentrer. Gladys Verhulst et Lauren Kitchen. Peut-être Lauren Kitchen qui va tenter d'attaquer maintenant. En tout cas, elle surveille ses deux adversaires. Où elle n'a pas la meilleure position, la Lauren Kitchen, maintenant, puisqu'elle est devant. On se croirait un petit peu sur la piste, là.
Ouais, c'est sûr, malgré tout, même s'il n'y a pas d'alliance dans le cyclisme entre adversaires, en tout cas, là, vu que Lorraine n'a pas participé pendant une quinzaine de kilomètres, les deux se sont dit, bah écoute, ma petite, si t'as pas voulu rouler, maintenant, nous, on va t'attaquer chacune notre tour, et en tout cas, on va pas t'aider à boucher les trous. Donc voilà, situation un peu délicate pour elle, mais j'ai l'impression qu'elle a quand même économisé pas mal d'énergie et elle me paraît la plus fraîche dans ce final de compétition. Ça veut dire, Paul, si je vous suis, qu'on attend l'attaque de Flavia Maria de Oliveira Papa. Si j'ai bien compris depuis le début ce que vous nous dites, on attend son attaque dans la côte des 4 cyprès. Pour l'instant, c'est Gladys Verhulst qui est toujours en tête, Lauren Kitchen deuxième. Gladys Verhulst qui demande le relais que la cycliste de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine n'a pas pris. Et Flavia Maria de Oliveira Papa qui reste tranquillement dans la roue. Elle attend la côte des 4 cyprès, si j'ai bien compris ce que vous nous disiez. Ouais, tout à fait. De toute façon, vous avez vu, elle doit peser 45 kg tout mouillé. Donc sur le plat, rouler à 60 à l'heure, c'est pas son truc. Hein, contrairement profil de grimpeuse. Ouais, contrairement à Gladys et puis à Lorraine. Donc c'est sûr, elle va attaquer dans la bosse. Après, tout le monde le sait, tout le monde s'en doute. Donc pour moi, elle va avoir du mal à faire la différence. Par contre, le contre après cette attaque va être décisif peut-être ici pour aller s'imposer. 35 secondes d'avance, car qui a fondu un petit peu puisqu'il était tout à l'heure de 45, mais 35 secondes, ça devrait suffire pour ces 3 de tête, puisque là on va vraiment aborder les 3-4 derniers kilomètres. Vous voyez le contre ici sur ces images, le contre qui aborde Buxerolles et qui roule. Avant, elles tournaient sur la gauche, les filles, pour aborder la côte de la Barre. Vous voyez la différence, cette année, on file ici pour prendre un petit peu plus loin du côté de la Porte de Paris, si vous connaissez Poitiers, justement à gauche, la rue des 4 cyprès. Les 3 de devant, le petit relais de Flavia Maria de Oliveira Papa, qu'on voyait tout à l'heure dans les roues, mais qui là se retrouve première. Lauren Kitchen en deuxième position et Gladys Verhulst en troisième. Pour l'instant, ça semble s'entendre un petit peu à l'avant. Est-ce que Lauren Kitchen va prendre le relais? Oui, c'est le cas. On a compris peut-être qu'on avait encore un peu l'intention de collaborer. Si on ne veut pas voir revenir le groupe de derrière, on doit être alerté du chrono qui a perdu donc 10 secondes, plus que 35 secondes d'écart entre ce groupe de tête et le contre que l'on voit à présent, avec notamment Jade Viel qui surveille tout ça en deuxième position de ce contre. Voyez, on longe le Clin pour les filles de tête. On va aborder la dernière difficulté de ce circuit dans quelques hectomètres. Le dernier écart communiqué, Paul, 25 secondes. 25 secondes de retard pour le contre sur les 3 de tête. Ouais, 25 secondes, faut pas trop jouer, mais derrière on a vu aussi une Jade Viel qui est très vigilante, deuxième du peloton. Elle, je pense, elle surveille et puis elle va attaquer dans cette bosse aussi. Hein. C'est son point fort. C'est une vraie puncheuse. Donc si c'est à 15 secondes au pied de la bosse et que Jade peut ressortir de l'arrière, attention à son retour à l'avant. Allez, avant de vivre l'emballage final, on retourne vers William Giraud. William, votre analyse de cette course? Eh bien, l'analyse, vous l'avez en image, c'est que bien évidemment, là, le peloton ne veut pas voir ce trio de tête passer la ligne. Et donc, on a très nettement accéléré la cadence, emmenée notamment par Thailand National Team. Et bien voilà, désormais, 20 secondes, on est en train de voir le peloton revenir rapidement. Et nous sommes entrés dans Buxerolles, nous sommes rue de la Vincendrie. Et le peloton, désormais, qui a le trio de tête dans le viseur. Voilà, visiblement le groupe de compte qui a été repris par quelques cyclistes derrière, puisqu'elles étaient plus nombreuses dans ce groupe de contre. Alors il y avait celles qui étaient revenues d'abord sur le premier contre, composé de 5 filles, mais ce peloton qui m'a paru beaucoup plus nombreux en tout cas que les 10 annoncés dans le contre. Allez, on va suivre ce final avec 3 filles en tête. Flavia Maria de Oliveira Papa, Gladys Verhulst, Lauren Kitchen et ce peloton derrière qui ne lâche rien et qui veut revenir jouer la gagne ici du côté de la rue de Nimègue à Poitiers pour l'arrivée de cette 4e édition de la Picto Charentaise. Pour la première fois, course internationale UCI, la tenante du titre est à l'avant
Lauren Kitchen fait partie des 3 filles de tête en compagnie de Gladys Verhulst de la Charente-Maritime Women's Cycling et Flavia Maria de Oliveira Papa de l'équipe Memorial Santos, la formation brésilienne. 29 secondes d'écart, 29 secondes d'écart et on prend l'ascension de la rue des 4 Cyprès. Sans surprise, c'est Flavia Maria de Oliveira Papa qui mène ce groupe de tête. Lauren Kitchen qui semble tranquille dans ses roues. Gladys Verhulst qui s'accroche pour l'instant. Lauren Kitchen qui fait attention. Gladys Verhulst qui va peut-être partir sur la gauche. Lauren Kitchen qui surveille tout ça en 3e position. Elle est très bien placée. La cycliste de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Gladys Verhulst qui prend le relais. Flavia Maria de Oliveira Papa 2e position et Lauren Kitchen qui contrôle. Paul, parfaite la situation de Lauren Kitchen pour l'instant. Ah bah oui, c'est vraiment parfait puisque de Oliveira a essayé d'attaquer mais elle a pris le virage en tête, elle a surpris personne donc finalement il ne s'est rien passé. Et puis derrière on voit Gladys qui roule à fond. Donc pour moi sans aucun doute Lauren Kitchen devrait s'imposer ici. L'impression de William Giraud. William, vous êtes derrière Lauren Kitchen. Je confirme l'impression de Paul Brousse, effectivement. Lauren Kitchen qui fait preuve d'un sang-froid énorme. L'Australienne qui vraiment fixe ses adversaires, qui les laisse devant, mais qui est bien décidée à ne pas se brûler trop vite les ailes dans ce long kilomètre de sang qu'elle a sans doute bien étudié. Elle s'est intercalée là, vous la voyez, entre les deux autres coureuses, mais vraiment Lauren Kitchen, c'est elle qui a l'air d'avoir le plus de solidité dans ces derniers instants de course. Vraiment Lauren Kitchen très impressionnante, qui est sans doute celle qui a l'air de le moins le peiner dans cette... Le contre derrière ascension. William, le contre, est-ce que vous voyez le contre derrière ou alors vraiment les 3 vont aller au bout? Je pense que les 3 vont aller au bout. On est à 30 secondes d'écart. Effectivement. 35 peut-être secondes. C'est joué. En tout cas, elles seront 3 pour une victoire ici dans la Picto charentaise. Lauren Kitchen qui a déjà connu le succès ici l'année dernière. L'autre régionale, Gladys Verhulst de l'équipe Charente-Maritime Women Cycling et la brésilienne Flavia Maria de Oliveira Papa. Elles sont entrées depuis la côte des 4 Cyprès dans le final ici à Buxerolles. Elles vont bientôt rejoindre cette ligne d'arrivée avec là à l'image Victory Gilman qui tente de contrer Victory Gilman et Camille Robert, mais on va s'intéresser vraiment aux 3 de devant puisque William Giraud nous confirmait que le contre ne rentrerait pas avec Victory Gilman et Camille Robert. Les 3 vont se disputer la victoire ici à Poitiers. Première position Gladys Verhulst, 2e position Lauren Kitchen et en 3e Flavia Maria de Oliveira Papa. Elles vont arriver près de nous dans quelques instants. Qui est la plus forte? À qui reste-t-il le plus de force dans ce final de la Picto charentaise? Eh bien la réponse dans quelques instants. On va vivre ce final en direct évidemment sur France 3, sur les pages Facebook, sur Noah et sur France Bleu. On vous rendra l'antenne dans quelques instants après l'arrivée. On vous donne évidemment rendez-vous à 15h30 pour vivre le final du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine dominé par Christophe Laporte. Allez, ce final, bientôt le dernier virage pour les filles de tête qui vont approcher de cette ligne d'arrivée. Les derniers efforts, peut-être Lauren Kitchen là qui va prendre le relais pour le virage, le dernier virage. Le voici, Lauren Kitchen en très bonne position et au sprint. Lauren Kitchen, Gladys Verhulst dans sa roue de Papa Oliveira, le 3e pour l'instant. Elles arrivent ici sur cette ligne d'arrivée rue de Nimègue qui va passer en tête et remporter ici cette Picto charentaise. Gladys Verhulst pour l'instant, c'est Gladys Verhulst qui est en tête. Gladys Verhulst qui s'impose. Gladys Verhulst qui s'impose devant Lauren Kitchen et la 3e c'est la brésilienne Flavia Maria de Oliveira Papa. Victoire Paul de Gladys Verhulst qui a déjoué votre pronostic. Elle se sentait forte certainement. Gladys, on l'a vu rouler à chaque fois qu'il y avait une attaque de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine, alors que Victory Gilman franchit la ligne en 4e position et Camille Robert 5e. Petite surprise pour vous Paul avec le succès
succès de Gladys Verhulst. Ah ouais, surprise parce que je l'ai vu rouler dans le dernier kilomètre emmené. J'ai dit là, bon, elle ne joue pas du tout la victoire. Et puis malgré tout, Lorraine Kitchen a peut-être fait une petite erreur aussi de vouloir lancer dès le virage. Mais en tout cas, il n'y a pas eu photo parce qu'il arrive avec plus d'un vélo d'avance. Donc Gladys, hein, c'est sûr que ça faisait 3-4 semaines qu'on la voyait en très grande forme, que ce soit au championnat d'Europe Espoir à Alkmaar où elle avait fait un gros boulot pour Clara Copponi. Encore au championnat de France Espoir la semaine passée où elle a terminé seconde. Elle s'était fait un petit peu avoir aussi au championnat de France Espoir. Elle était face à Evita Music et elle avait un peu mené trop dans les derniers kilomètres. Pour terminer deuxième. Pour terminer deuxième. Et là, je pense que finalement, c'était vraiment la plus forte. Donc vraiment bravo à Gladys. Elle a fait un numéro. Grand coup de chapeau à Gladys. Ouais. Allez, on va voir cette victoire au ralenti de Gladys Verhulst de la formation de Charente-Maritime Women Cycling. Voilà une belle récompense pour cette équipe qui est passée cette année au niveau international, équipe UCI. Félicitations à toute l'équipe de Jean-Christophe Barbotin. On a été ravis de vous présenter aujourd'hui cette Picto charentaise en direct et je vous donne rendez-vous à 15h30 pour vivre la suite et la fin du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. À tout à l'heure.